Alors, encore. This meeting is being recorded. Hop. Donc, alors, je vais commencer par dire peut-être, parce que je vois des têtes connues et je vois des têtes que je ne connais pas, par dire deux mots de présentation d'Altea. Donc, Altea, c'est un pôle d'ingénierie du tourisme et du développement durable, situé en notre beau pays niçois. Et nous travaillons sur ces sujets-là depuis une quinzaine d'années maintenant. Et Altea, c'est deux grands types d'activités. On a toute une partie sur les aspects d'écotourisme. Et puis, on a toute une partie sur l'accompagnement de l'ensemble des professionnels vers des démarches de qualité et de développement durable, aussi bien que sur des qualifications que sur de la formation. Et nous avons d'ailleurs au sein d'Altea un centre de formation qui s'appelle Authentis et nous sommes dans les locaux d'Authentis actuellement. Alors, j'ai admis encore quelques personnes et je vais vous partager l'écran et commencer cette petite intervention. Alors, ouais, on y est. Alors, j'espère que vous voyez l'écran. Faites-moi un signe au cas où. Et donc, je vais commencer maintenant pour l'heure qui vient. On va donc parler carbone, on va parler gaz carbonique, on va parler tourisme. Et l'idée de ce petit webinaire, c'est de faire un tour d'horizon un peu à la fois de comprendre un peu les problèmes qui se posent aujourd'hui, de comprendre les enjeux et de se projeter un peu ce que, en tant qu'acteur du tourisme, on peut faire, vers quelles sont les lignes de réflexion vers lesquelles on peut aller pour le futur, pour cette véritable révolution qui s'annonce. Ah, on admet encore un peu de monde. Ce que je vous propose pour introduire le sujet, c'est de commencer un peu, je vais dire, façon Marty et Doc, hein, pour ceux pour qui les personnages veulent dire un peu quelque chose. C'est ceux de ma génération, là. Et on va faire un petit retour vers le futur. Et alors, tech. Alors, le point initial là, de ça, c'était de se dire, si on avait posé la question en 2018 ou 2019, comment se portait le tourisme et quel était son futur, la plupart des personnes nous auraient dit le tourisme, il va très très bien, il est en pleine forme, hein, ça fait plusieurs décennies. Alors par exemple, si on prend la courbe du nombre d'arrivées de touristes au niveau international, ça fait plusieurs décennies que c'est en pleine progression. Et si on imaginait le futur, on aurait eu un peu quelque chose comme ça avec une courbe où on allait multiplier par 4 le nombre de voyageurs aériens d'ici 2050, où on allait multiplier par 2 le nombre de croisiéristes d'ici 2040, et où on aurait bientôt en France 100 millions de touristes. Alors, dans cette euphorie générale, juste après, il s'est passé ça. Hein, je ne reviens pas trop sur les personnages de gauche que vous connaissez. Il y a deux rapports aussi qui nous ont fait un peu changer notre perception du futur. J'ai mis un rapport du GIEC ici, un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et en fait, globalement, ça a fait quelque chose comme ça. Hein, on a eu le décrochage qu'on connaît au niveau du tourisme en 2020. Et ensuite, ce que je trouve intéressant, c'est que ça a cristallisé deux visions du futur. Hein. Cette première vision, c'est la première où tout le monde a c'est dans cette vision-là, les gens ont dit, on a des solutions technologiques, on va avoir un retour à la croissance, vous inquiétez pas les amis, bon, ça a pris un peu de retard, mais on atteindra à peu près les objectifs. Donc ça, c'était la première vision, mais c'est cristallisé aussi une autre vision qui existait un peu déjà avant, mais qui là a commencé à s'étoffer, à être de plus en plus important, où les gens ont dit non, 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 ça va pas du tout se passer comme ça.
Le futur, c'est un ensemble de crises, donc une courbe qui va être plutôt en dents de scie. C'est à un moment donné un arrêt de la progression du nombre de touristes et c'est peut-être demain soit une stagnation, soit une régression. Alors la courbe bleue, elle est purement figurative. Hein. Je ne sais pas à quelle hauteur ça va élever, combien il va y avoir de crises et à quel moment ça peut stagner ou régresser. Mais c'est le principe de la façon dont on imagine aujourd'hui le futur touristique. Alors, si une partie des gens disent ça aujourd'hui, c'est que le tourisme, comme beaucoup d'activités dans le monde, va être soumis à un ensemble de limites. Et parmi ces limites, il y en a deux dont on va parler ce matin, qui sont le réchauffement climatique et l'approvisionnement énergétique. Alors, il y a aussi les limites par rapport à la biodiversité, il y en a d'autres, etc. Mais c'est les deux premières dont on va parler ce matin et essayer de comprendre déjà ce qui se passe et essayer de voir quelles implications ça peut avoir au niveau touristique. Pour faire ça, on s'est donné 60 minutes pour essayer de balayer un peu tous les sujets que je viens d'évoquer. Donc, ma petite intro là, que je viens de faire. Essayer de prendre un peu une douzaine de minutes pour comprendre ce qui se passe, hein, qu'on ait à peu près les mêmes éléments de base. Voir un petit peu comment anticiper sur ce qui va se passer ou pas dans le futur de ces 2, 3 prochaines décennies, voir ce qu'on peut faire en termes qu'acteur de tourisme et avoir un peu de temps pour échanger un peu sur ces sujets. Alors, je commence tout de suite par le premier défi, hein, qui est de parler des 2, 3 éléments clés pour essayer de comprendre ce qui se passe en termes de réchauffement climatique et d'approvisionnement énergétique. Donc, 2 éléments clés sur le futur dont on veut parler aujourd'hui. Euh, alors, je vais... Attendez, un petit problème technique que je suis en train de résoudre. Hop, voilà. OK, merci. Euh, donc, un moment pour comprendre donc, ce qui se passe au niveau réchauffement climatique, je vous disais, et au niveau approvisionnement énergétique. Alors, on commence par quelques éléments de base sur le réchauffement climatique. Très rapidement, je balaye les éléments qu'on connaît tous, juste pour les avoir en tête. Les gaz à effet de serre réchauffent l'atmosphère, on le sait depuis 200 ans, hein, en fait, bientôt. Plus il y a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus il fait chaud, hein, c'est quasiment rectiligne. Ces gaz à effet de serre sont majoritairement d'origine humaine, j'y reviens juste après, et le plus important des gaz à effet de serre, c'est le CO2, on le sait, et chaque année, on émet à peu près dans l'atmosphère 42 milliards ou gigatonnes de CO2. Euh, on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Et puis, chaque année, on émet un peu plus de gaz à effet de serre. Donc, il n'y a eu que 2020 avec le Covid où ça a baissé de 5%. Sinon, rassurez-vous, dès 2022, on reviendra au niveau de 2019, voire certainement, on le dépassera un petit peu plus. Ces gaz à effet de serre, ils ont une origine humaine. C'est intéressant de regarder d'où ça vient. Alors, 85 à 90%, selon la façon dont on compte, ça vient des énergies fossiles. Les énergies fossiles, il y en a 3. Donc, il y a le pétrole. Le pétrole, ça sert essentiellement à se déplacer. Hein. 95% du déplacement dans le monde, c'est du pétrole. Le gaz qui sert essentiellement à faire du chauffage et de l'électricité. On fait chauffer de l'eau et ça fait tourner des turbines. On fait de l'électricité avec ça, et le charbon, électricité également, et même système pour faire de l'électricité. Donc, le pétrole, le gaz et le charbon, c'est pas tout à fait un tiers, un tiers, un tiers, mais c'est pas loin. Donc, c'est à peu près la proportion qu'on peut avoir en tête. Alors, il faut savoir également qu'il n'y a pas que les énergies fossiles qui, au niveau activité humaine, font le CO2. Il y a quand on fait du ciment, donc on brûle du calcaire et ça émet aussi du gaz carbonique. Et puis, il y a tous les éléments qui sont liés à la déforestation. Et la déforestation, en grande majorité, c'est surtout lié à l'agriculture. Donc voilà un peu comment on fabrique au niveau humain le CO2. On y reviendra tout à l'heure par rapport au tourisme. Vous voyez que le tourisme, c'est la mobilité, donc il y a un lien très fort avec le pétrole. Je passe.
Donc, je passe je passe maintenant, pardon, sur le schéma qui est le plus important. Donc, ce schéma, il permet vraiment enfin, de comprendre comment ça se passe et quels sont les enjeux au niveau du réchauffement climatique. Alors, il faut savoir que le gaz carbonique, il a une fâcheuse tendance à s'accumuler dans l'atmosphère. Une fois qu'on l'a mis dans l'atmosphère, alors ouais, il doit y avoir quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Si vous pouvez, donc, alors, désactiver le son. Donc, il faut savoir que ce gaz carbonique, il a une fâcheuse tendance, je disais, à s'accumuler, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est dans l'atmosphère, donc il va y rester. Il est dans le style j'y suis, j'y reste. Hein. Et donc, il va être là pour quelques millénaires, donc il va s'accumuler véritablement dans l'atmosphère. Alors, quand on essaye de comprendre comment ça se passe, il faut comparer un peu l'atmosphère à une citerne. Hein, c'est la façon la plus simple de le faire. Dans cette citerne, bah, chaque année, on rajoute un peu des gaz à effet de serre, on rajoute du gaz carbonique et on en met, vous avez vu, à peu près l'équivalent de 40 milliards de tonnes, à peu près chaque année. Jusqu'à aujourd'hui, on en a mis dans l'atmosphère 2200 gigatonnes, 2200 milliards de tonnes, et ça correspond à une température qui est de plus 1,1 degré, hein, c'est ce qu'on a atteint aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que ces 1,1 degré, c'est par rapport à une température de base hein, qui est avant l'ère industrielle, c'est-à-dire à peu près 1850, qui est la température de référence. Je vais rajouter là-dessus deux températures. Donc, la température, la deuxième température que je veux évoquer, c'est celle de 2 degrés, parce que 2 degrés, hein, vous savez, c'est ce qu'on a dans l'accord de Paris, c'est ce qu'on dit être un peu la température sur laquelle après, au-delà de ça, on ne maîtrise plus rien de ce qui se passe. Et 2,2 degrés, c'est 3200 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc, il nous reste un crédit hein, sur peu importe la façon dont on va le dépenser, hein, si on le met sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, quand on aura atteint ces 3200 gigatonnes, il fera 2 degrés de plus dans l'atmosphère. Et ça, c'est aujourd'hui à peu près, au rythme actuel, c'est à peu près 25 ans où on peut imaginer avoir atteint cette limite. Je rajoute une deuxième température qui est celle de 3,7 à 4 degrés. Pourquoi parce que dans le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC et dans les rapports également de la NASA, c'est à peu près la température sur laquelle on est pour l'instant. C'est-à-dire que si on continue à peu près le même le même système sur lequel on est, hein, donc la tendance d'évolution sur laquelle on est, c'est la température qu'on atteindra à l'horizon de 2100. Alors, il faut savoir 4 degrés, c'est une température que la planète a déjà connue, hein, c'était à peu près il y a 5 millions d'années. Elle se portait assez bien, donc il n'y avait pas de problème planétaire par rapport à ça. Hein. Mais en gros, il y avait des hippopotames dans la Tamise et la bande intertropicale hein, était stérile, était totalement désertique. Donc, ce n'est pas un problème pour la planète, mais par contre, à l'horizon 2100, avoir une bande intertropicale où on a à peu près 75% de la population aujourd'hui donc mondiale qui vit, hein, donc en gros 6 milliards d'individus, ça risque d'être un autre type de problème pour ce qui nous concerne en tant qu'humanité. Donc, par rapport à ça, on voit un peu hein, quelle est la problématique aujourd'hui, c'est-à-dire que bah, si on veut arriver à limiter le réchauffement à 2 degrés, hein, on peut déjà oublier les 1,5 degré, il va falloir donc se situer à ce niveau-là, hein, et il nous reste un crédit de 1000 gigatonnes de CO2, d'équivalent CO2 à envoyer dans l'atmosphère. Je voulais maintenant introduire une troisième notion par rapport à ça, c'est celle de neutralité carbone ou de zéro net carbone. Alors, la neutralité carbone, zéro net carbone, c'est un élément important parce que vous allez le retrouver dans la loi, vous allez le retrouver dans tous les objectifs, c'est quelque chose dont on parle souvent. Et la neutralité carbone ou le zéro net carbone, c'est pas ne plus émettre du tout de gaz à effet de serre. C'est un petit peu différent, donc j'y viens, hein, parce qu'en fait, on a d'un côté toutes les émissions humaines,
dont on a parlé, les émissions naturelles, hein, tous les êtres vivants, on rejette du CO2, on rejette tous du CO2 quand on respire notamment. Mais à ces émissions-là, il faut retrancher ce qui est le stockage naturel et ce qui est le stockage humain. C'est-à-dire que les océans, les forêts donc stockent du carbone et également on est dans une tendance où l'humanité essaye aussi de développer un système de stockage. Alors parfois c'est simplement en replantant des forêts, parfois c'est en essayant de capter le CO2 de nos émissions liées aux énergies fossiles et en le remettant dans le sol. Mais donc, on a un système de stockage qui se développe doucement. Donc, la neutralité carbone, hein, c'est le fait que nos émissions naturelles et humaines égalent l'ensemble du stockage. Donc, c'est ça, moins ça, c'est égal à zéro, et donc on est sur la neutralité carbone. Et par rapport à ça, donc je rappelle, hein, en fonction des personnes, hein, que nous sommes aujourd'hui engagés dans une stratégie nationale bas carbone, que cette stratégie nationale bas carbone, elle a pour objet d'arriver à la neutralité carbone en 2050, hein, donc c'est une étape extrêmement importante, et que la neutralité carbone, ça veut dire diviser nos émissions actuelles par 4 ou 5, ou les diminuer, ou l'équivalent, c'est les diminuer de 4 à 5% par an à peu près pour avoir une idée de la façon que ça se passe. Donc à peu près un Covid, hein. Vous avez vu que le Covid, c'est à peu près 5%. Si je regarde un peu ce que ça veut dire dans le tourisme, alors il y a eu en 2019 une enquête extrêmement intéressante qui était qui a été faite par l'ADEME et par Carbone 4 qui regardait un petit peu, évaluer nos émissions de CO2 au niveau du tourisme, au niveau de notre nation. Alors, excusez-moi, mais il me semble que les slides n'avancent plus depuis la pile du réchauffement climatique. Alors, on regarde quelle est la problématique technique qui est liée à ça. Est-ce que là, ça finit sur le partagé? Ok, on a compris. Alors, c'est bon, il y a un petit problème technique, excusez-nous. Alors, je vais repartir sur le... Je vais venir. Désolé. C'est bon, merci. On est revenu. Ok, désolé, il y a une petite problématique technique sur l'écran. Donc, je reviens là-dessus. Alors, hop. Et... Ouais, on va peut-être revenir juste un instant. Voilà, hop. Je reviens sur le petit schéma sur la neutralité carbone, donc vous avez peut-être manqué, hein, donc émissions humaines plus émissions naturelles, moins le stockage naturel et le stockage humain, donc tout ça est égal à zéro. On a en France, je disais, donc une stratégie nationale bas carbone avec donc l'objectif de neutralité carbone à 2050, et ça correspond à peu près, hein, parce que c'est quelque chose qui est mouvant, hein, le zéro net carbone, hein, sa fonction. Les océans se réchauffent, ils absorbent moins, on a moins de forêts, on progresse un peu sur le stockage, ça bouge un peu, mais l'idée c'est en gros de diviser par 4 ou 5 ou de diminuer par 4 ou 5. Donc voilà où on en est. Si on essaye maintenant de comprendre un peu ce qui se passe dans le tourisme, je disais, on a eu en 2019 un rapport qui a été fait par l'ADEME, une étude qui a été faite par l'ADEME et par Carbone 4, qui évaluait nos émissions et nos émissions de CO2 au niveau de l'activité touristique, c'est à peu près 118 millions de tonnes, donc à l'équivalent CO2 par an. C'est à peu près 10% des émissions françaises, hein, le tourisme c'est 7% du PIB, mais c'est à peu près 10% des émissions, et ça veut dire le réduire à 20-25 millions de tonnes globalement à l'horizon 2050. Si on regarde un peu plus dans les détails, 77% de nos émissions de CO2 aujourd'hui sont liées au déplacement, et puis donc 23% aux autres activités. Je viens dans les détails de chacun, hein, donc vous voyez, c'est une répartition à peu près 3 quarts, 1 quart.
Là-dedans, les émissions liées au déplacement, c'est d'abord pour venir sur le site touristique, hein, sur la destination touristique. Donc, vous voyez, 40% sont liés à l'aérien et 27% aux autres, aux voitures, aux trains, aux croisières, enfin, tous les autres moyens de déplacement. Vous avez à peu près 6% donc, qui sont liés au déplacement sur place, hein, une fois qu'on est sur la destination touristique, et 3% qui sont liés aux infrastructures, au transport. Hein. Fabriquer des infrastructures, ça émet du gaz carbonique. Donc, il faut le répartir dans ce qui reste là-dedans. Hein. Donc, entre l'ensemble des déplacements pour venir et l'ensemble des déplacements sur place. Donc, gardez en tête, 3/4 liés à déplacement, essentiellement pour venir et par majoritaire liés à l'aérien. Et puis, donc, on a toutes les autres activités. Alors là, ça se répartit assez bien entre l'hébergement, la restauration, la consommation de produits, hein, de tout ce qu'on achète lorsqu'on est sur place sur une destination touristique. Et après, il y a les 3%, c'est tout le reste, hein, les autres, le sport, la culture, tout ce qui est événements, le fonctionnement de tous les services que vous pouvez imaginer pour le tourisme. Donc, vous avez là l'idée de la répartition. Et si le tourisme doit faire sa part là-dedans, hein, il n'y a pas de raison qu'il fasse moins ou plus sa part que d'autres activités, ça veut dire donc réduire, diviser par 4 ou 5 cet ensemble d'émissions, et notamment forcément s'attaquer d'une façon ou d'une autre au déplacement. Dernier point pour la compréhension, je voulais juste faire vous mettre une slide parce que pour moi c'est extrêmement important d'avoir compris ça parce que, d'une certaine façon ce que je suis en train de vous dire par rapport à tous les éléments précédents, c'est que ça va être indispensable de faire cette révolution autour du tourisme dans la partie bas carbone, mais de toute façon c'est irrémédiable de le faire parce qu'on a clairement un problème qui va se poser sur l'approvisionnement en énergie fossile et on le touche du doigt au niveau de la crise actuelle en Ukraine. Donc, on a une limite des ressources des énergies fossiles et on a une limite particulièrement sur le pétrole. Et le pétrole, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le tourisme. Hein, 95% des mobilités touristiques, c'est du pétrole. Hein, donc, on ne va pas changer les choses facilement, comme ça, d'un coup de baguette magique dans les 2-3 années qui viennent. Je fais un petit cours très rapide de géologie. Je vous rappelle que le pétrole, c'est des animaux morts qui se sont accumulés au fond des océans. Et avec le temps c'est quand même quelques dizaines de millions d'années, ça ne se fait pas dans la semaine, hein, ça se transforme donc en un élan fossile et ça se transforme en pétrole. Et il y a aujourd'hui on a deux grands types de pétrole. Hein, le pétrole dit conventionnel. Pétrole conventionnel, c'est celui que vous connaissez, c'est l'image qu'on en a, le derrick, la plateforme sur la mer du Nord. Donc, ça, c'est le pétrole classique, conventionnel. On fait un trou et on tombe dans un réservoir du pétrole où le pétrole s'est accumulé donc au fil du temps. Et puis là, bingo, c'est un peu cher à investir, mais après, c'est extrêmement rentable. Mais il y a une autre forme de pétrole, qui est le pétrole dit non conventionnel. Vous le connaissez ici aussi parce qu'on en parle tout le temps, qui est le pétrole de schiste. On appelle ça aussi pétrole de roche-mère. Alors lui, c'est un peu différent. Ça ne s'est pas accumulé. C'est resté dans la roche initiale. Donc, il faut faire plein de trous pour arriver à l'extraire. Ça coûte beaucoup plus cher. Il faut envoyer plein de produits pas très sympathiques dedans pour arriver à l'extraire. Donc, alors lui, il coûte beaucoup plus cher à extraire. Et donc, il est situé aujourd'hui essentiellement aux États-Unis. Et c'est donc une raison pour lesquelles on a ce pétrole de schiste étant très cher à extraire, pardon. Donc on est sur quelque chose qui est forcément lié au prix du baril. Donc ça réagit de façon un peu particulière. Alors, il faut savoir, c'est là le point important, et c'est pour ça que je faisais cette petite intro, c'est que donc on a eu en 2018 un rapport qui a été fait par l'Agence internationale de l'énergie. Alors, je peux vous dire que l'Agence internationale de l'énergie, c'est tout sauf un repère d'écologistes. Hein. C'est donc des gens qui ont été biberonnés à l'ADN, enfin, qui ont leur ADN au pétrole. Hein, et aux énergies fossiles en général. Et qu'est-ce que disait ce rapport qui a fait grand bruit en 2018 ? Que le pic de pétrole conventionnel, c'est-à-dire le moment où on était au maximum de la production, est passé en 2008, et ça ne reviendra pas. Hein, depuis, on est en régression lente. Et que le pic de pétrole, toute forme conventionnelle plus non conventionnelle, lui, il est prévu en 2026, plus ou moins 5 ans.
Alors, il y a une incertitude parce que tout est lié au prix, hein. En fonction du prix dont on va payer le pétrole, ben, on aura plus ou moins de pétrole de schiste qui va pouvoir être sorti du sol américain, hein, puisque c'est essentiellement là qu'il est situé. Donc, le rapport nous dit la chose suivante, et le rapport 2021 n'a pas changé ces principes-là. On se dirige vers un plateau qui va être un peu en dents de scie, et puis à un moment, après ce plateau, il y aura une baisse irrémédiable. Donc, de toute façon, hein, et c'est d'autant plus vrai en Europe qu'on n'a pas de gisement significatif où tous nos gisements sont aujourd'hui en baisse de production, hein. Je pense à la mer du Nord notamment. Donc, de toute façon, la transformation par rapport à ça, elle va être irrémédiable. Donc, et les coûts de mobilité vont être par rapport à ça de plus en plus chers dans les années qui viennent. Et il suffit de faire le plein actuellement pour voir un peu ce qui est en train de se passer, même si on est sur un élément de crise particulier. Donc voilà, alors ça c'était vraiment la première partie, essayer de comprendre. Je voudrais maintenant essayer de voir comment on peut anticiper un peu ce qui va se passer. J'ai repris en fait pour faire ça 5 questions qu'on pose souvent, hein, quand on est dans des petites conférences, formations comme ça. Ces cinq questions donc, sur ce qui va arriver ou ce qui ne va pas arriver. Je commence, alors c'est peut-être pas, je commence pas par celle qui l'a posée la plus souvent, mais je commence plutôt par une question qui est un peu une question de base, pour essayer de comprendre la suite. Cette première question, c'est en fait comment va se faire la fameuse transition énergétique dont vous entendez tout le temps parler, hein, parce qu'en fait le big problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui 80% de notre énergie mondiale est liée aux énergies fossiles. Donc passer 80% en 20-30 ans d'ici 2050 vers d'autres types d'énergie, c'est un défi considérable, hein. Il faut savoir que les 20 dernières années, ce chiffre, il n'a pas bougé au niveau mondial, on est toujours à peu près à 80%. Et ce qui a augmenté le plus, c'est plutôt le charbon que les énergies renouvelables. Donc, pour l'instant, on n'est pas sorti de la problématique, hein. Comment ça se fait? Techniquement, ça se fait on imagine aujourd'hui assez facilement comment ça va se faire, hein. Il y a juste un problème d'ordre de grandeur, hein, qu'on peut se poser, de vitesse à laquelle ça peut s'opérer, hein. Tout ce qui est nos 80% là, de thermique, d'énergie fossile, on va progressivement le passer en électrique décarboné, hein, décarboné, c'est-à-dire les barrages, c'est-à-dire l'énergie nucléaire et c'est-à-dire tout ce qui est énergie renouvelable de type éolienne, panneaux solaires, etc. On va en prendre un petit peu de cet électrique pour fabriquer de l'hydrogène, pour pouvoir stocker sur certains moteurs. C'est important pour l'industrie, pour l'aérien notamment. Et puis, la grosse partie, ça va être une utilisation directe dans des batteries, dans des prises directement pour se déplacer, aller pour se chauffer ou pour l'industrie. Et puis, il y aura un peu de bioénergie, hein, d'agrocarburants, de biométhanisation, qui vont venir compléter ça. Donc, c'est un schéma simple, hein, mais ça nous permet d'avoir une idée de ce qui va se passer. Alors, comme je vous disais, le problème, c'est l'ordre de grandeur de ça. Et par rapport à cet ordre de grandeur, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, donc là aussi, dans les études un peu clés qui ont été faites ces dernières années, on a quelque chose, alors là, qui est tout récent, hein, puisque les dernières conclusions datent de 2021. Il y a même eu des éléments ceux qui sont sortis début 2022. Qui a été fait par RTE, donc par les réseaux de transport d'électricité au niveau français, qui permettent de mettre des chiffres. Donc ça, c'est quand même important pour comprendre un peu ce qui se passe et voir un peu quelle est l'ampleur du problème. Alors, le chiffre de 1600 terawatts, ça c'est ce qu'on utilise actuellement, hein. Donc, il n'est pas en soi, ça nous dira pas grand-chose, mais il faut retenir par rapport à ce qui va se passer pour 2050. Il provient, ça c'est tout ce qu'on utilise au niveau français, il provient à 2/3 des énergies fossiles. En gros, on a en gros un gros quart qui provient de l'électricité, hein, qu'on fabrique. Je rappelle qu'en France, c'est surtout du nucléaire et de l'hydraulique et un peu d'autres choses. Et puis, il y a tout ce qui est autres agrocarburants, biomasse, enfin, tout un tas d'autres éléments qui constituent le petit élément. À l'horizon 2050, donc pour que ça fonctionne, il y a, je vais dire, trois grandes réalités qu'il va falloir affronter.
C'est-à-dire déjà, on doit baisser de 40% ce qu'on fait au niveau énergétique, ce qu'on utilise au niveau énergétique. Donc, on passe de 1600 à 950. Et pour ça, c'est forcément la performance et de la sobriété. En performance, on augmente donc pour le même usage, on utilise moins d'énergie et sobriété, ben, on se passe d'un certain nombre d'utilisations énergétiques. Donc ça, c'est indispensable. Donc, on ne pourra pas faire autrement. Deuxième élément, c'est qu'il va falloir qu'on passe de 450 à 650 à 750 terawatts au niveau électrique. Et ça peut se faire, sachant qu'on a des centrales nucléaires qui sont plutôt en fin de vie actuellement. Vous voyez un peu, vous avez certainement entendu parler de l'ensemble des problèmes qui se posent là-dessus. Donc, ça va forcément se faire avec à la fois des centrales nucléaires qu'il va falloir prolonger, à la fois avec du nouveau nucléaire, à la fois avec de l'énergie qui provient du photovoltaïque, de l'éolien, etc. Donc, c'est quelque chose qui est forcément multi-solution. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple qu'on est garanti de réussir, parce qu'il y a un pari technologique, il y a un pari d'investissement, il y a un pari technique de capacité des entreprises. Donc, on est sur quelque chose de délicat et de difficile. Et puis après, il y a tous les gaz carbonés, dont l'hydrogène, sur lequel donc il pourra être un élément produit par l'électrique, mais qu'on pourra utiliser de façon un peu différente. Donc ça, c'est ce qui nous attend, c'est la difficulté du pari de ça. Deuxième question qu'on a souvent, est-ce que la technologie va nous sauver? Alors, la réponse, elle est clairement non, parce qu'il y a trois raisons en fait à ça. C'est qu'on a un problème de temps, de pas de temps, je vais te dire. Parce que la fusion nucléaire, par exemple, pour citer un des exemples, c'est l'horizon 2100. La fusion nucléaire, c'est ITER, c'est une autre façon de produire de l'électricité à partir des noyaux atomiques. Donc ça, c'est pas tout de suite, c'est pas dans le bon pas de temps par rapport à 2050. On a un deuxième problème en général qui est un problème d'ordre de grandeur. Les agrocarburants, on voit dans tous les rapports aujourd'hui que c'est quelque chose qui va pas forcément beaucoup s'étendre et ce qui se passe en Ukraine et en Russie ne va pas ranger l'histoire. On est sur quelque chose qui va être forcément limité, par exemple, dans le futur. Les histoires de séquestration du carbone, c'est aussi quelque chose qui est limité. Donc, il y a plein d'innovations, il y en a plein, mais c'est d'innovation qui a un ordre de grandeur qui ne correspond pas à l'enjeu sur lequel on est engagé. Et puis, il y a un troisième point on revient souvent, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors, l'effet rebond, c'est en gros, on améliore la performance d'un moteur, pour citer un exemple sur la voiture qui est assez connu. Mais par rapport à ça, si vous prenez la voiture la plus vendue, la 2 chevaux, dans les années, au début des années 60, elle consommait 5,5 litres. Vous prenez la voiture la plus vendue, la 2008, en 2021, elle consommait aussi 5,5 litres. Le moteur est beaucoup plus performant, mais comme on a agrandi, alourdi les voitures, ça fait qu'on est toujours à peu près à la même consommation. Donc, clairement, la réponse, c'est ça. La troisième question qu'on a souvent, c'est par rapport à comment vont évoluer les mobilités. Alors là, il y a un rapport qui vient de sortir lui aussi, que je conseille à tous ceux qui s'intéressent au niveau touristique sur ces sujets. C'est le rapport du Shift Project qui s'appelle Voyager bas carbone. Qui est sorti de plus abouti et de plus intéressant ces dernières années, qui nous permet un peu de voir ce qui peut se passer et comment ça peut se passer si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Et si on ne veut pas, de toute façon, il faudra le faire parce qu'on sera obligé de le faire. Je reviens rapidement sur l'aérien. L'aérien, alors il y a un scénario IATA qui est basé sur la hausse du nombre d'espèces de scénarios où on a tout. On a le beurre, l'argent du beurre et tout ce qui va avec. Le scénario IATA, c'est on augmente le nombre de voyageurs et on est sur la neutralité carbone en 2050. On n'y croit pas du tout dans le sens où ce scénario il est basé sur le développement des agrocarburants et on voit que les agrocarburants, on n'aura pas pour des raisons de priorité de sol sur l'alimentation notamment, il n'y aura pas un développement qui sera très important sur les années qui viennent.
Donc, le scénario qui a été retenu par le Shift Project, lui, il est donc sur quelque chose qui va être basé pour atteindre la neutralité carbone, sur la sobriété, sur évidemment de l'innovation qui va améliorer la performance, sur le passage progressif à l'hydrogène, mais pas avant 2040-2050, parce que passer à l'hydrogène, c'est changer plein de choses à l'aviation. La forme des avions, l'alimentation à côté des aéroports, donc il faut pouvoir fabriquer de l'hydrogène en proximité. Et puis, un petit peu d'agrocarburant pour le voyage lointain, mais un petit peu. Et dans ce scénario, donc, le Shift prévoit que c'est 35% de passagers en moins en 2050 par rapport à 2019. Le scénario voiture, lui, c'est un passage progressif à l'électrique, mais avec des limites qu'on peut imaginer, les matières premières, les batteries, les recharges, donc l'ensemble des équipements, notamment les interrogations sur les sites touristiques. Et donc, le scénario, c'est à peu près 20% de kilomètres parcourus en moins en 2050 par rapport à 2019. Et puis, il y a un scénario qui est intéressant, c'est le scénario du train. Alors, parce que lui, si on appréhende bien les limites par rapport à ça, en matière d'équipement, en matière de personnel aussi. Donc, le scénario Shift, c'est plutôt un scénario de multiplication par 3 des passagers par rapport à 2019. Donc, vous voyez l'importance sur le train, la limite par rapport à l'avion et l'ensemble des choses qu'il faut appréhender au niveau de l'évolution électrique et qu'il va falloir commencer, qu'il faut appréhender tout de suite. Anticiper, question aussi qu'on a souvent, c'est le numérique est une partie de la solution ou une partie du problème. Alors la réponse est les deux, parce que le numérique c'est d'un côté apporteur de solutions, c'est sûr, la performance, la dématérialisation, on a tous connu ça ces 2-3 dernières années, c'est l'arrivée du métaverse, donc c'est un ensemble de choses qui sont plutôt qui vont plutôt dans le sens de la décarbonation, mais le gros mais évidemment. C'est que en 2019, l'ensemble du numérique, c'est 3,7% d'émissions. Et alors lié essentiellement à nos équipements, un petit peu donc au centre de données, 15%, et puis à l'ensemble du réseau aussi. Et ce qui est prévu dans les prochaines années pour 2025, c'est d'avoir, donc on a une progression qui est extrêmement importante, 8% par an à peu près, d'arriver à 7,5% en 2025 sur le scénario tendance actuelle, et visiblement c'est celui vers lequel on se décide. Donc si on veut arriver de faire du numérique un atout, il faut que les avantages l'emportent largement sur les inconvénients. Donc, il y a vraiment toute une révolution autour de la sobriété numérique qui doit s'installer pour arriver à faire qu'on soit sur quelque chose qui ait du sens et qui puisse aider et pas être un élément problématique dans le débat à traiter. Le dernier point de cette anticipation, elle est sur la question à quoi on peut s'attendre au niveau législatif. Alors, je rappelais qu'on est sur une stratégie nationale qui est une stratégie bas carbone. Donc, cette stratégie bas carbone, elle nous dit qu'on doit être à la neutralité carbone d'ici 2050, et ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait baissé tout ça de 40% d'ici 2030. On a eu, par rapport à ça, je vais dire une première loi. Alors, ce n'est pas tout à fait la première, mais en tout cas, c'est la première qui arrive vraiment pour commencer à asseoir cette stratégie. Alors, cette loi, je ne vais pas vous la faire une extenso, évidemment. Il y avait quelques éléments qui commencent à faire bouger les lignes. C'est de ne pas avoir d'avion si on a des alternatives en train de moins de 2h30. C'est une limitation d'accès au centre des villes. C'est une réglementation stricte sur les logements mal isolés, et notamment par rapport à la location, et avec une montée en puissance. Et puis, c'est une étiquette environnement obligatoire. Alors, tout le monde, et notamment notre Haut Conseil pour le climat au niveau français, dit que cette loi elle sera largement pas suffisante pour atteindre les objectifs d'ici 2050. Donc, forcément, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec quelle intensité, mais on va avoir d'autres lois au fur et à mesure que ça va se rapprocher, que les objectifs vont se rapprocher.
Donc, dans ces lois, il y aura à un moment l'interdiction des moteurs thermiques. Hein, l'Union européenne en parle beaucoup autour de 2035. Il y aura la réglementation certainement plus stricte au niveau aérien. Il y aura des réglementations très strictes au niveau isolation. Peut-être qu'il faudra des autorisations, des quotas carbone plus étendus que les petites choses qu'on a actuellement. Donc, tout ça va bouger, hein, et forcément, il va falloir l'intégrer dans nos réflexions. Dernier point de ce petit séminaire, c'est si on est acteur du tourisme, à quoi on peut s'attendre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, quels sont nos moyens d'action dans les prochaines années. Alors, je brosse les choses très rapidement, hein, ça mérite évidemment d'aller beaucoup plus dans les détails, mais on le fera certainement au niveau d'autres webinaires un petit peu plus focus sur ces sujets. Alors, pour nous, la première chose, c'est véritablement d'agir, il faut s'acculturer aux enjeux, parce que si on ne comprend pas, vous allez voir on va vite dire et raconter n'importe quoi et on va faire des choses qui n'auront pas forcément un intérêt sur le sujet. Là-dedans, il faut lire, il faut écouter, il faut regarder, il faut commencer par là hein, pour comprendre. Alors, lire, écouter, vous avez des BD qui sont super sympas, Le Monde sans fin, c'est très bien, c'est super bien fait. Vous avez tout un tas de bouquins, de livres sur le réchauffement climatique, sur les énergies. Moi, on aime beaucoup nos énergies hors note, hein, qui sont des petits schémas qui permettent de comprendre tout ça assez facilement et de comprendre là où on nous dit n'importe quoi et là où c'est vraiment intéressant d'aller. Vous avez des conférences, le meilleur là-dessus, c'est certainement l'ami Jean-Marc Jancovici. Vous avez des magazines, vous avez des associations comme le Shift. Hein. Le Shift, c'est très intéressant d'être adhérent parce que vous pouvez participer à plein de choses. Vous avez plein de rapports avec plein de données qui sont extrêmement intéressantes. Et puis, vous avez des podcasts comme ceux que j'ai mis là. Hein. Donc, voilà, il faut s'acculturer au sujet, sinon, on n'est pas dans les choses. Alors, il faut s'acculturer. J'avais mis, alors d'habitude j'ai plein de diapos pour dire voilà en gros tout ce qu'il faut pas faire ou voilà faites attention. Hein. Alors pourquoi il faut s'acculturer? Il faut éviter de faire et de dire n'importe quoi, c'est ce que je disais. Et puis il faut éviter tout ce qu'on appelle le greenwashing, d'être victime du greenwashing ou de faire du greenwashing ça même, souvent à son insu de son plein gré, comme disait l'autre. Donc là-dessus, je crois que j'ai dû remettre 2-3 slides. Hein. Alors, les stations de ski, c'est un super bon client là pour cette partie. Hein. Alors, souvent, d'ailleurs, de façon totalement, comment dire, honnête, hein, donc en portant un message sans aucune malveillance. Alors, j'ai mis deux articles là, par exemple, qui disent bien les choses. Hein. Les stations de ski se mettent au vert. Vous avez Serre Chevalier dont les remontées mécaniques fonctionnent à l'énergie solaire et éolienne face à l'urgence climatique. Alors là, par exemple, ça n'a aucun lien avec l'urgence climatique, hein, parce qu'en fait, on remplace de l'énergie électrique qui vient du réseau, qui est décarbonée, par l'énergie qui est de l'énergie solaire et éolienne, qui est aussi décarbonée, voire même un peu moins. Bon. Ça a un intérêt par rapport à faire des économies sur le réseau, mais ça n'a aucun intérêt par rapport à l'urgence climatique. Et vous voyez que donc, ce discours-là, il est repris par les médias, on le retrouve dans plein de médias qui ne comprennent pas plus visiblement le sujet à traiter. Vous avez la convertir des dameuses en dameuses à hydrogène. Alors, il faut savoir que sur une station touristique, les émissions de carbone qui sont liées à l'entretien du domaine skiable, c'est moins de 1%. Là, c'est une petite partie du moins de 1%. Donc, c'est très bien, hein, mais bon, c'est pas là-dessus qu'il va falloir va falloir jouer le futur de la station. Les transporteurs aussi sont bien là-dessus. Hein, ils nous apportent pas mal de petits éléments. L'engagement du poumon, le gaz naturel liquéfié, hein, c'est du gaz, hein, et puis un moteur hybride, ça permet de faire un peu d'économie, mais pas à la hauteur aussi du tout des enjeux. Et puis il y a des espèces de pseudo-labels que se sont fait eux-mêmes les armateurs.
L'aérien, donc avec le transport durable, basé, je n'y reviens pas, mais essentiellement sur de l'agrocarburant, mais qui sont pas du tout en lien avec les prévisions sur ce sujet. Donc, ça permet de faire ça et ça permet de ne pas se lancer dans n'importe quoi. Une fois qu'on s'est un peu acculturé à tout ça, on peut passer à la phase 2, hein, qui est comment je vais plus loin, comment j'expérimente, comment j'évolue au niveau professionnel en tant qu'acteur du tourisme. Alors, par exemple, on peut lire de l'information technique, hein. J'ai mis un peu tous les rapports importants dont vous pouvez lire les synthèses, hein, pas obligé d'aller dans les 120 pages ou les 200 pages de chaque rapport. Si vous travaillez en équipe, ben, il faut absolument former les équipes parce que c'est quelque chose qui doit être partagé et être compris par tout le monde. Il faut donc pouvoir, après, une fois qu'on est rentré là-dedans, évaluer le CO2 de son activité ou de sa destination. Alors ça, vous avez différentes façons de le faire, hein. Vous pouvez le faire de façon assez simple avec ce qu'on appelle les approches carbone. Alors, ces approches carbone, ça consiste à changer un peu la façon, si vous êtes par exemple un professionnel du tourisme ou une destination touristique, à changer un peu la façon dont vous récupérez les données en mettant quelques éléments complémentaires dans votre récolte de données. Au niveau des touristes, au niveau des professionnels avec qui vous travaillez. Ça vous permet d'introduire ça ensuite dans un tableur Excel qui va vous donner une idée un peu d'un ordre de grandeur de ce qui se passe au niveau de vos émissions de carbone. Et puis, vous avez une façon beaucoup plus poussée et professionnelle de le faire, hein, c'est ce qu'on appelle le bilan carbone, ça c'est à l'autre bout. Donc, le bilan carbone, c'est une grosse démarche, notamment si on est une grosse destination touristique. Donc, où on va évaluer très précisément chacun des postes carbone et ça va permettre d'avoir un suivi aussi dans le futur des différentes actions qu'on peut mettre en place. Et donc, dans les choses qu'on peut faire également, c'est s'engager dans un plan d'action de sa structure par rapport à ça, hein. Donc, une fois qu'on a évalué un peu où on en est. Et on peut le faire aussi à travers une qualification existante. Alors, les qualifications existantes, que ce soit pour les destinations ou pour les professionnels, il y en a plein. Alors, j'ai mis des choses là-dedans, il y en a encore d'autres. Mais il faut juste faire attention, c'est-à-dire que globalement, toutes ces démarches intègrent plus ou moins, alors ces démarches, c'est des démarches d'abord d'éco-responsabilité, hein, sociale, environnementale, sur les déchets, sur la gestion de l'énergie, de l'eau, sur les productions locales. Enfin, donc, on a beaucoup d'éléments qui sont très poussés autour de ça. Il se trouve que historiquement, ils ont plus ou moins intégré ces notions de bas carbone. J'y reviendrai d'ailleurs dans un prochain webinaire, hein, pour faire un peu le choix là-dessus, hein, ce qu'on peut penser des différents labels en fonction de notre activité au niveau du tourisme. Donc, ça se fait progressivement, mais bon, je vais dire les choses les plus récentes ont mieux intégré ça, et ce qui est un peu plus ancien commence un peu à intégrer ces éléments de bas carbone. Ça reste un peu quand même, pour certaines, un peu marginal. Donc, il faut avoir fait ce point-là et voir en fonction de nos objectifs, et sur le bas carbone, mais de façon plus globale sur l'éco-responsabilité, quel peut être le meilleur label, la meilleure certification, donc la meilleure action qu'on peut mettre en place. On y reviendra une autre fois. Alors, la troisième la troisième piste d'action, hein, et pour moi, elle est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'il faut inventer un futur désirable. On peut pas, il va falloir qu'on change de logiciel et on ne peut pas le faire si on n'a pas un message, si on n'a pas une offre, si on n'a pas quelque chose de valorisant, hein, au niveau donc du futur, de notre image, de notre imaginaire par rapport au tourisme, hein. Donc on a une histoire de 150 ans derrière nous avec un ensemble d'imaginaires qui se sont créés petit à petit. Donc, il va falloir faire évoluer ça si on veut le rendre possible. Alors, ça, globalement, alors c'est ce que je fais est un petit peu synthétique, un petit peu simpliste aussi, hein, mais il y a quand même globalement une prédominance encore d'un imaginaire qui est de collectionner les sites, qui est de partir loin, découvrir le monde, d'aller où il est important d'être allé, hein, espèce de reconnaissance sociale par rapport à ça, de faire des bords d'affaires, de vivre des moments de rupture, mais sans trop se soucier de son impact, hein. Ce sont les vacances. Alors, même si ce système-là est un petit peu moins valorisé aujourd'hui, il reste quand même très prégnant, très dominant dans l'imaginaire global collectif autour du tourisme.
Et donc, ça veut dire que il va falloir aller vers un autre type d'imaginaire, hein, qui est plus de voyager avec une forte conscience écologique et climatique, de ne pas aller tous en même temps dans les mêmes lieux, de redécouvrir ce que c'est la proximité par rapport au lointain. Le lointain, il faut vraiment le réserver de temps en temps pour des séjours peut-être un peu plus longs, hein. Il faut retrouver du sens, donner plus de sens dans le voyage, dans les relations humaines, dans la relation à la nature. Donc, avoir retrouvé un imaginaire par rapport à ça, changer de rythme, voyager plus lent, voyager autrement, itinérer, hein, ça fait partie de ces nouveaux imaginaires. Redécouvrir le train, c'est un élément essentiel. Vivre peut-être sur le territoire touristique pendant un moment. Donc, c'est un autre futur, qu'il faut imaginer. Alors, le bon côté des choses, c'est que quand vous regardez les études au niveau de l'OCDE aujourd'hui sur la demande qui est exprimée, on voit que la demande, elle n'est pas très très loin de cet imaginaire-là qui est un peu en création. Hein, c'est-à-dire que quand vous interrogez les gens sur ce qu'ils voudraient pour le vaccin, et alors ça s'est accéléré avec le Covid, hein, ce n'est pas fondamentalement loin de ce qu'on vient d'exprimer là. Pour autant, on sait tous que entre la demande et le comportement, il y a un très long chemin et que parfois ça ne marche pas. Nous, on avait vécu ça, on avait fait tout un tas d'enquêtes sur le développement durable dans les années 2008 où tout le monde était prêt à acheter plein de trucs éco, quelque chose, à voyager éco-responsable. Et on s'est rendu compte que 10 ans ou 12 ans après, les comportements avaient très peu changé. Pour changer des comportements, ça veut dire qu'il faut avoir déjà une offre attractive et accessible qui se met en place. Il faut une communication positive, hein, donc c'est aussi un élément important des publicitaires. Il faut vaincre l'inertie parce qu'on a tous des comportements de vacances qui sont à peu près les mêmes, donc il faut les changer et ça, c'est toujours difficile. Et puis, il faut qu'il y ait une valorisation sociale, parce qu'on ne peut pas avoir, si l'image qu'on projette de ce nouveau tourisme, c'est quelqu'un qui est un peu à part, qui fait pas comme les autres, qui est pas du tout reconnu dans ce qui se fait au niveau social global, ça marchera jamais, hein. Notre cerveau fonctionne comme ça, qu'il nous faut cette part de reconnaissance. Donc, cette réflexion sur la valorisation sociale, ce travail qui doit être fait au niveau sociologie, il est extrêmement important pour le futur. Alors, on peut participer à ça, quel que soit le niveau sur lequel on est, hein. C'est un travail au niveau des États, c'est un travail au niveau des grands transporteurs comme la SNCF, c'est un travail de destination, c'est un travail qui est extrêmement important à faire. Au niveau des acteurs du tourisme et notamment au niveau des acteurs des destinations, il y a quelque chose qu'on peut faire tout de suite, hein, c'est progressivement d'aller travailler sur une offre bas carbone qui soit attractive et de faire évoluer son marketing. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler et bâtir une gamme d'offres où on a des suggestions qui sont vraiment inspirantes autour du bas carbone. Ça fait partie des choses qu'il va falloir pousser, hein, pour donc essayer aussi de participer à ce changement des comportements. Alors pour ça, il y a des étapes, il y a un ensemble d'éléments qu'il va falloir franchir. Alors j'ai souvent cette question, donc aller vers une offre bas carbone, c'est pas forcément faire quelque chose qui soit, je sais pas, à pied dans la nature, parce qu'on a parfois un peu cette image-là, hein. Vous pouvez avoir un séjour, donc vous arrivez en train en bord de mer, vous allez tous les jours à la plage, vous vous déplacez à pied ou en vélo, dans un hébergement qui émet peu de carbone, et voilà. Et donc, on est tout à fait sur ce type d'offre-là. Donc, il faut réfléchir. La première chose, pour moi, c'est comment on travaille avec le train. Ça, c'est vraiment le premier élément qui est essentiel sur les leviers qu'on a. Ça veut dire travailler aussi avec la SNCF qui, malgré tout ce qu'on peut entendre, reste quand même un élément de transport de personnes et pas forcément de voyage, hein. Il y a plein de choses à faire là-dessus. C'est les équipements et les services quand on arrive à la gare. C'est comment on fait les derniers kilomètres. C'est uniquement la voiture, hein. Donc, il faut penser aussi qu'il y a une partie de la voiture qui va être la voiture électrique. Donc, si vraiment on ne peut pas investir le train, il y a d'autres façons aussi de réfléchir par rapport à ça. Mais travailler sur le train, c'est un élément essentiel. Le deuxième point, c'est que de travailler comme ça sur des gammes un peu inspirantes, soit sur de l'offre, soit sur des idées, c'est de réfléchir, parce qu'il y a plein de problèmes qui vont se poser sur les déplacements sur place.
Où sont les sites d'intérêt? Quels sont ceux que je peux valoriser par rapport à ça? Comment il peut y avoir un système de location de véhicules électriques, de vélos? Comment, donc, à quel moment il est intéressant de favoriser les transports en commun? Comment je peux prendre le train pour me déplacer? Qu'est-ce que je peux faire à vélo? Qu'est-ce que je peux faire à pied? Vous voyez que c'est un sujet qui va bien au-delà du tourisme, hein, qui est lié aux équipements et aux services sur le territoire et qui est extrêmement important. Après, donc, il faut penser qu'on doit avoir une approche globale. Je disais tout à l'heure, il y a le bas carbone, mais le bas carbone fait partie d'une vision qui est globale, qui est sur la responsabilité globale des destinations et du tourisme. Donc, c'est penser aussi aux hébergements, restauration, aux produits, à quel lien on a par rapport à ça et au bas carbone. C'est penser aux capacités de charge de site, c'est penser à l'éco-responsabilité globalement. Et puis, c'est intéressant d'intégrer un peu ce qu'on appelle une partie slow tourisme, ou moins dans une partie de cette gamme d'offres, pour essayer de pousser tout ce qui a du sens, tout ce qui est du lien humain, tout ce qui est à la fois une découverte, mais aussi une compréhension et une sensibilisation à la nature, ce qui est changer de rythme, ce qui est parfois chose un petit peu plus itinérante en mobilité douce. Donc, tout ça, ça a du sens. Et il y a quelque chose qui est important, c'est d'adapter le marketing, hein. Alors là, il y a quelque chose qui va forcément interroger, hein, c'est qu'il faut qu'on donner du sens au marketing de proximité. Les clientèles du futur, c'est d'abord des clientèles de proximité, voire de semi-proximité ou de grande proximité, directement sur le territoire. Et il y a une stratégie sur les clientèles extérieures par rapport au ferroviaire. Comment j'utilise ça? On a vu, hein, l'augmentation dans le scénario Shift, c'est 3 fois, hein, c'est multiplié par 3. Donc, il faut informer complètement sur tous les moyens. Il y a une question que je n'ai pas traitée foncièrement aujourd'hui, c'est celle de la compensation du carbone. Et donc, il y a beaucoup de territoires qui aussi s'arment là-dessus. C'est un sujet en soi, donc il y aura certainement une petite intervention là-dessus, un de ces quatre, parce qu'il y a à la fois des avantages et un ensemble d'inconvénients et de limites. Donc, j'ai volontairement pas traité ça aujourd'hui, ça nous amenait trop loin. Et puis, il faut inciter par rapport à des avantages, inciter à certains comportements, tu vois, des avantages financiers, des avantages de service, des avantages en matière d'animation sur le fait d'utiliser tout ça. Je termine sur 2 dernières slides. Donc la première, c'est vous avez un très bon exemple, c'est Werfenwang, c'est une station autrichienne qui depuis 25 ans a fait le pari du bas carbone. Ils ont mis plein de choses en place là-dessus. Donc je vais pas vous aller dans le détail, on peut juste sur le temps là, mais donc c'est simplement pour dire que n'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe. Il y a une carte mobilité, enfin tout est fait pour venir en train ou pas toucher sa voiture. Il y a un système de financement qui est un équivalent de taxe de séjour et sur lesquels on investit sur l'écomobilité. Donc voilà, là, il y a un vrai exemple avec du retour sur 25 ans. Et puis, agir, pour terminer, c'est passer au bas carbone. Il faut bien comprendre que c'est une nécessité qui demande une évolution des équipements et des services. C'est un projet global de territoire et c'est certainement pas le tourisme tout seul qui peut arriver à quelque chose là-dessus, hein. Donc, parce qu'il y a plein de domaines, l'énergie, l'urbanisme, les mobilités, les paysages, le commerce, l'agriculture, donc on est en intersection avec plein de choses. Et pour ça, donc les 4 grandes lignes, si on veut agir, on doit agir sur un territoire, on doit agir sur des éléments professionnels beaucoup plus larges. Donc, d'abord, il faut que le tourisme soit comptable de son activité. Pour moi, il y a au niveau carbone. Donc, pour moi, c'est un rôle extrêmement important pour les CRT et les CDT dans le futur. Il faut qu'il y ait une voie du tourisme qui soit portée, notamment au niveau de tout ce qui est travaux d'urbanisme, de planification, parce que là, il y a des visions à 2040, donc ce qu'on appelle les SCOT, les schémas d'organisation territoriale, ce qu'on appelle les PCAET, les plans climat, air, énergie territoriaux. Donc là, il faut porter la voie du tourisme au niveau de ces documents-là. C'est extrêmement important pour que tout le monde comprenne bien les enjeux. Et puis, le tourisme peut être porteur d'actions structurantes au niveau, par exemple, de qualification du territoire, où on s'engage avec l'ensemble des acteurs, des élus, des techniciens des différents domaines, mais certainement pas tout seul. Puis, il y avoir des actions collectives aussi au niveau des professionnels. Donc voilà, juste je termine pour dire qu'on vous enverra donc la fiche pour ceux qui veulent vraiment se former sur le sujet, la fiche des incontournables à lire, pour tous ceux qui étaient là aujourd'hui, les 10 rapports techniques qu'il faut lire, enfin les synthèses, ne tapez pas tout le rapport,
Et nous avons chez Altea aussi un ensemble de webinaires. Alors, il va y en avoir là une série un peu plus spécialisée. On a un ensemble de formations aussi qui se mettent en place sur ces enjeux. Et puis, on a des accompagnements par rapport au CO2, par rapport à l'ensemble des démarches qualifiantes, notamment démarches ISO, et sur les accompagnements sur les mises en place de stratégies de territoire. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Il en faut un pour commencer. Pas de questions, personne lève la main. Ben, si on n'a pas de questions, ouais, je n'avais pas vu effectivement la petite coquille. Ouais. Donc, bah, écoutez, merci à tous pour avoir été présents ce matin. Donc, on vous fait passer quelques éléments par mail à tous ceux qui étaient là. Et puis, bah, on espère vous retrouver pour un prochain webinaire qui sera un petit peu plus spécialisé sur des domaines d'action au niveau du tourisme. Merci à tous et une bonne journée. Et voilà, et on me dit de préciser que la présentation sera, et les éléments que je viens d'évoquer seront également disponibles sur l'ensemble des réseaux, des différents moyens de communication, notamment sur les sites Internet. Donc, dans les prochains jours, merci à tous et une très bonne journée.